les dissipateurs pour composants de puissance. Alors ce cours, il a un petit objectif, c'est de permettre le calcul, le dimensionnement d'un dissipateur d'un composant électronique de puissance. Alors voilà, c'est ici deux petits exemples, hein. C'est ce type de dissipateur là, ou ici, que l'on va essayer de dimensionner. Ici par exemple, on a deux composants sur le même dissipateur. Alors, les modes de transfert de chaleur, très rapidement, il en existe en fait trois. Il y a la convection, la conduction et le rayonnement. Le mode de transfert de chaleur par rayonnement, il est en fait négligeable dans les composants électroniques de puissance. Vu les températures et les surfaces mises en jeu, on est sur un mode de transfert totalement négligeable par rapport aux deux autres. Donc il ne sera pas pris en compte dans nos calculs de transfert de chaleur. Le mode d'échange de chaleur par convection, donc c'est quelque chose d'assez simple, hein. L'air se réchauffe au contact d'une surface chaude, il s'élève et, poussant de la même façon, l'air froid qui vient à son tour prendre la chaleur au niveau de la surface chaude. Alors, ce qu'on va retenir de ça, c'est qu'on a deux modes de convection. La convection naturelle, où il y a un cheminement naturel de l'air chaud qui monte, l'air froid qui redescend, et la convection forcée, où à l'aide d'un ventilateur, par exemple, on force finalement l'arrivée d'air froid sur la surface chaude. Alors, on va retenir que ce mode de transfert de chaleur, le flux thermique donc, qui existe, il est proportionnel à la surface et à l'écart de température. Le second mode de propagation de la chaleur, c'est par conduction. Donc lorsque l'on a un conducteur thermique, il y a transfert de chaleur entre le corps chaud et le corps froid. C'est ce type de transfert de chaleur qu'on va trouver au centre du composant jusqu'à la surface du dissipateur. De la surface du dissipateur jusque dans l'air ambiant, c'est de la convection. Par contre, à l'intérieur du composant, c'est de la conduction. Mais au final, on retrouve une conduction qui est proportionnelle à la surface ici de la partie conductrice et à l'écart de température ΔT. Alors, le problème du technicien qu'on va essayer de résoudre ici, il va consister à déterminer le type de dissipateur pour limiter à une valeur maximum la température qu'on appelle TJ au niveau de la jonction du composant lorsqu'il dissipe une puissance P pour une ambiance à une température TA. On reviendra un petit peu sur cette phrase-là, un petit peu compliquée tout au long du cours. Mais voilà, nous, notre objectif, c'est de... Eh bien, on a un composant qui s'échauffe. Cet échauffement peut provoquer la destruction du composant, en particulier si on atteint une valeur limite de la jonction, lorsque on est dans une ambiance TA. Alors, regardons un petit peu ici les notations que l'on va utiliser. On va prendre notre composant ici, et puis on va faire le petit cheminement un petit peu de tout ce que l'on a. Donc, on a des températures. Ces températures, on les note des fois grand T, des fois grand θ majuscule. Les objets qu'on va utiliser, eh bien, on va partir de la jonction. Alors, la jonction, c'est au cœur du composant, là où on a les deux semi-conducteurs qui sont joints. Et c'est là l'endroit fragile du composant électronique. On a le boîtier dans lequel est monté le composant. Alors on lui donne l'indice B en France pour boîtier ou C, case en anglais. On a le dissipateur ou radiateur. On lui donne l'indice R ou H en anglais pour heatsink. Voilà, et on a des résistances thermiques qu'on va étudier un petit peu plus tard, et on a alors des résistances, on va la noter RTH ou Rθ en fonction de ce que l'on va trouver. Voilà, donc la difficulté, elle est un petit peu là, finalement, on a beaucoup de notations, vous voyez là sur ce petit problème simple, et ben, on a déjà TJ, TC, TH, TA, RTHJC, RTHCH, HA, etc. Vous voyez, bon...
C'est vraiment la difficulté, il y a beaucoup d'indices, et là les indices sont assez normalisés, mais d'un problème à l'autre, un constructeur à l'autre, on ne va pas avoir exactement les mêmes notations, et il faut donc bien comprendre le problème pour pouvoir s'adapter aux notations qui nous sont proposées sur un problème. Alors les relations qui vont suivre ne concernent que le transfert par conduction en régime permanent, les températures sont constantes. Donc on va noter que l'énergie apportée, c'est égal à l'énergie transférée du cristal au dissipateur, et c'est aussi l'énergie transférée du dissipateur à l'ambiance. Alors on va commencer par s'intéresser au premier terme. Donc le premier terme, on a la puissance multipliée par un élément de temps infinitésimalement petit, PdT, qui vaut K1 fois la surface du composant multiplié par l'écart de température fois le même élément de temps dt. Alors là, on dit tout simplement qu'on a un transfert de puissance qui est proportionnel à un coefficient K1 qui, quelque part, il est lié à la conductivité thermique et à la surface du composant et à l'écart de température. C'est ce qu'on avait dit. La valeur de K1 dépend de notre composant. Si je détermine la résistance thermique comme étant 1 sur K1 fois la surface du composant, j'obtiens une relation très simple qui est que P fois RTH, donc ici entre la jonction et le dissipateur, c'est bien l'énergie donc au niveau du cristal transférée à la surface du dissipateur, qui vaut TJ moins TH. De la même façon, j'écris le second terme. Donc ici, on a un transfert par convection et j'écris de la même façon que la puissance, la même que tout à l'heure, multipliée par dt, c'est K fois la surface du dissipateur. Donc cette fois-ci, mon dissipateur, il est là, fois la température du dissipateur, moins la température ambiante, fois dt. Si je pose que la résistance thermique entre le dissipateur et l'ambiance, c'est 1 sur K2 S dissipateur. J'obtiens donc ma puissance fois RTH entre le dissipateur et l'ambiance égale TH moins TA. Là, c'est juste la démonstration de la relation fondamentale qui va nous servir. Si je reprends ces deux éléments, je fais la somme et j'obtiens que P multiplié par la somme des deux résistances thermiques, ça vaut TJ moins TA. Et donc de cette façon-là, je passe donc une puissance à dissiper grand P, deux résistances thermiques, la première entre la jonction et le dissipateur, la seconde résistance thermique entre le dissipateur et l'ambiance, qui vaut TJ moins TA. On retiendra donc la résistance thermique que l'on recherche, RTH entre le dissipateur et l'ambiance vaut TJ moins TA sur P moins RTH JH. Alors on verra un petit peu, on va revenir sur cette relation, mais ça c'est la petite démonstration ou explication de la relation qu'on utilise. Et donc on retient peut-être à ce niveau-là qu'un bon dissipateur, c'est un dissipateur qui a une faible résistance thermique. Le dissipateur est d'autant meilleur que l'élévation de température entre la face interne sur le composant et l'air, eh ben, cette différence de température est faible pour une puissance donnée. Idéalement même, le dissipateur parfait, il a une résistance thermique nulle, c'est-à-dire qu'il évacue de la chaleur sans modification de la température entre ces deux faces, entre la face qui est collée au composant et la face qui est en relation avec l'ambiance. Alors, on utilise un modèle thermique du dissipateur pour imager un petit peu la relation qu'on vient de voir. On a ici une source de puissance, la puissance à évacuer dans notre composant. On a la température de jonction, la température du dissipateur et la température de l'ambiance. Et on retrouve du coup les relations qu'on a, c'est-à-dire que TJ moins TH, c'est RTH fois P. TH moins TA, c'est RTH HA fois P. TJ moins TA, c'est la somme de ces deux résistances fois P. Donc ce petit modèle-là extrêmement simple, thermique,
qu'on peut voir en analogie avec des équations électriques, avec ici source de courant, résistance et puis des potentiels. Et si on fait ces analogies, qu'une source de puissance c'est la source de courant, la résistance thermique c'est une résistance électrique, et que les températures ce sont les potentiels électriques, à ce moment-là, on a exactement une équivalence entre ces deux modèles et les équations sont les mêmes. Donc vous voyez, mathématiquement c'est extrêmement simple. Alors on va prendre un modèle thermique complet car on a considéré avant que le contact thermique entre le composant de puissance et le dissipateur était parfait. C'est ici le passage du boîtier, case, au dissipateur qui valait 0. En réalité, ce n'est pas forcément le cas. Ça dépend du montage, ça dépend du type de boîtier. Est-ce qu'on met de la pâte thermique? Est-ce qu'on met un isolateur électrique? Les données, on les aura soit sur la doc constructeur, soit ce sera des données liées à la pâte thermique, au montage. Voilà. Un exemple ici de montage où on va avoir notre composant de puissance avec des vis de fixation et puis des isolants, etc. etc. Alors, si on rajoute l'élément suivant, et bien à ce moment-là, on va avancer. On va passer de la jonction au boîtier, du boîtier à la surface du dissipateur et du dissipateur à l'ambiance. Aucun souci pour tout ça. Le modèle thermique, il est alors un petit peu plus compliqué, mais ça reste des résistances en série. Alors, où est-ce qu'on va trouver les différents éléments qui vont nous être demandés pour résoudre des problèmes? Premièrement, la température de jonction maximum, ça, c'est quelque chose qu'on va prendre dans une doc constructeur. On va la trouver ici, par exemple, généralement dans les Absolute Maximum Ratings. TJ, ici, on a 150 degrés Celsius. On peut prendre un coefficient de sécurité sur cette température de jonction de 80-90%. La résistance thermique entre la jonction et le boîtier, c'est également une donnée constructeur. Si je prends ici la doc d'un composant de puissance, d'un IGBT, on va trouver une valeur d'1,25 ici degrés Celsius par watt. La résistance thermique entre le boîtier et le dissipateur, on l'a vu, ça dépend de l'utilisation de graisse thermique, du type de boîtier. C'est quelque chose qu'on va également trouver sur la doc du constructeur si on n'en rajoute pas un mica par exemple, ou si on n'a pas de montage particulier. Le constructeur va nous proposer une valeur par défaut de 0,5. Le constructeur peut nous donner également la résistance thermique entre la jonction et l'air. Il s'agit ici, il faut faire attention, il s'agit ici de la résistance thermique du composant utilisé sans dissipateur. C'est-à-dire que c'est le composant lui-même qui fait dissipateur. En général, on va trouver pour cette valeur-là une valeur ici élevée. Ici, 62,5 degrés Celsius par watt. C'est-à-dire que pour évacuer 2 watts, on a une élévation de température de 125 degrés. Avec une ambiance à 25 degrés, on est au 150 degrés critique. Voilà, donc ça, ce sont des éléments qu'on va trouver dans les documentations constructeurs. La température ambiante, c'est un élément du cahier des charges. Alors, en général, comme le composant se trouve à l'intérieur d'un boîtier, on peut utiliser une valeur de 50 degrés. On peut aussi utiliser une valeur de 25 degrés si on est dans un boîtier qui ne chauffe pas particulièrement ou si ce boîtier est ventilé. À ce moment-là, le boîtier est maintenu à la valeur de la température ambiante. Donc ça, c'est un élément qu'on va avoir dans le cahier des charges. La puissance dissipée, c'est issu du calcul. Lorsqu'on a fait notre convertisseur statique, lorsqu'on a utilisé nos composants, on a été à un moment donné à faire le calcul des pertes dans notre composant de puissance et on a trouvé la puissance dissipée. La résistance thermique entre le boîtier et le dissipateur, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on peut l'avoir dans la doc constructeur ou liée à l'utilisation d'une plaque thermique, donc documentation de la plaque thermique avec sa mise en œuvre, et d'un isolant par exemple, c'est pareil. Il faudra voir la documentation de l'isolant. Et on peut avoir aussi donc la résistance thermique entre H et A, et ça c'est justement ce qu'on recherche, c'est le but de notre travail, c'est ce qui permet le choix du dissipateur. C'est le but de ce cours.
Alors un petit mot sur l'utilisation de graisse thermique. Il faut bien voir que c'est quelque chose qui nous sert à combler un petit peu lorsqu'on a deux surfaces en contact, il y aurait de l'air par endroit et le fait d'utiliser une graisse thermique va permettre d'améliorer l'échange thermique entre les deux parties. Par contre, il faut en mettre très très peu parce qu'il s'agit juste de combler les petits interstices qui existent à la surface entre les deux contacts. On peut utiliser effectivement des serrages pour améliorer le contact thermique et puis pour des composants un peu spécifiques, on va nous imposer des couples de serrage particuliers. Voilà, on a un tas de possibilités suivant la contrainte que va nous imposer l'évacuation de la chaleur à dissiper par les pertes dans le composant. On peut avoir des montages plus ou moins complexes. On peut avoir des isolants électriques, parce que ici, si je représente mon transistor, on a toujours le boîtier métallique qui est relié soit au collecteur, soit à l'émetteur. Alors, c'est peut-être la masse, c'est peut-être 400 volts. Du coup, c'est peut-être gênant de reporter sur l'ensemble du dissipateur les 400 volts du composant. Peut-être qu'on a plusieurs composants sur le même dissipateur et qu'on n'a pas envie que tous les collecteurs ou que tous les émetteurs soient reliés entre eux. Donc en fonction des contraintes, encore une fois, de la mise en œuvre des composants, on peut être amené à placer un petit mica, on appelle ça un mica, et donc forcément, ça vient réduire un petit peu la qualité de l'échange thermique entre la chaleur produite au centre du composant qui doit s'évacuer vers le dissipateur. Alors quelques exemples de dissipateurs à ailettes. Alors bien prendre en compte qu'une fois trouvé la caractéristique thermique du dissipateur qu'on doit avoir, il va falloir qu'il s'adapte sur notre composant. Ça veut dire qu'il faudra trouver quand même en fonction du composant quelque chose qui se monte correctement sur le composant qu'on a. Ici, c'est pour des petits transistors qui sont ronds, qui sont faits pour s'insérer comme ça. Là, on peut placer le composant ici, là, on peut le placer là, etc., etc. Enfin, chaque dissipateur est étudié pour fonctionner avec un ou plusieurs types de composants électroniques de puissance. Ici, quand on a des valeurs un petit peu plus élevées, donc avec des ventiloconvecteurs, donc un ventilateur associé à des composants, et là on peut mettre plusieurs composants de puissance sur notre dissipateur. Alors quand on a un ventilateur, finalement, on va avoir la valeur de la résistance thermique du dissipateur non ventilé, et cette valeur va s'abaisser, puisque je vous rappelle que plus la valeur de la résistance thermique baisse, plus le dissipateur est de bonne qualité. Donc cette valeur va tomber en fonction de la vitesse d'écoulement de l'air. Et il va nous être donné avec le dissipateur, ce type de courbe ici, donc le coefficient à appliquer. Donc je ne sais pas, si j'ai un dissipateur qui a une résistance thermique de 2 degrés Celsius par watt, et que je le fais aller à 1 mètre par seconde, et en fait, je vais le multiplier par 0,6. Donc, sa nouvelle résistance thermique, c'est 1,2 degrés Celsius par watt. On termine par un petit rappel sur la puissance moyenne dissipée dans les composants électroniques de puissance. On va retenir que pour la diode, donc la tension aux bornes d'une diode, c'est VT0 plus RDIF. Du coup, la puissance instantanée, c'est VT0IF fois RDIF carré, ce qui nous donne une puissance moyenne qui vaut VT0 fois I moyen plus RD fois I efficace au carré. Alors c'est le composant un petit peu le plus compliqué à étudier en termes de dissipation parce que j'ai un mélange du courant moyen multiplié par la tension de seuil, et du courant efficace au carré, multiplié par la résistance dynamique. Lorsque j'ai un transistor MOS, je vous rappelle que le transistor MOS se comporte comme une résistance, donc j'ai la tension qui vaut RDS on fois I. La puissance du coup, c'est RDS on fois I efficace au carré. Il n'y a pas de difficulté. Lorsque j'ai un transistor ou un IGBT, cette fois-ci, j'ai V qui vaut une constante qui vaut VCE sat. Donc ma puissance ici, elle vaut VCE fois I moyen. Voilà pour ce petit cours finalement sur les dissipateurs des composants électroniques de puissance. Très rapidement, on va faire des TD.